Entretiens des patriotes, bonjour à tous. Macron est-il détesté par les élites? Une présidentielle en 2025, le complot enfin révélé. Avant de répondre à toutes ces interrogations, vous connaissez le rituel sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le faire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Catherine Gilles, Philippe Bohen, Anne-Marie Ferrand, Daniel Dumont, Crisis, Michel C., Claire Dumay, Je sais rien et Christian H, des fidèles parmi les fidèles. Et je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Emmanuel Macron l'a affirmé, il est contre les élites, il est même détesté par les élites. À l'écouter donc dans sa dernière interview, il est une sorte de Che Guevara incompris. C'est tellement délirant que je ne ferai pas de commentaires. Mais derrière cette dernière sortie de Macron, on retiendra deux éléments. Primo, comme nous l'avions martelé pendant des années dans les sites de réinformation, Macron est profondément déséquilibré, sans limite. Secondo, eh bien, cela finirait par se voir. Avec la dissolution, cela s'est vu. Et tous, aujourd'hui, crient au taré, des psys dans la presse jusqu'à ses ministres et ses députés. Pour mémoire, et j'en ai déjà parlé, Jean-Pierre Winter, le 27 juin, dans Le Point, nous livrait un diagnostic sur Emmanuel Macron, confirmant nos analyses. En formant un couple peu ordinaire avec sa professeure, en épousant Brigitte Macron et en entraînant leurs deux familles dans cette transgression majeure, qui n'était pas sans conséquence sur leur entourage, il a au fond signifié à ses proches « je n'ai pas d'inhibition », c'est-à-dire « je n'ai pas de limite, rien ne m'empêchera de faire ce que j'ai à faire ». Et depuis cet article, eh bien, le roi est nu, Macron est nu, la parole de ses proches s'est libérée. Extrait avec Anna Cabana dans le Télégramme. Les ministres qui se sont retrouvés autour d'Emmanuel Macron lundi à la mi-journée s'attendaient à peu près à tout, mais pas à se faire donner une leçon de stratégie politique par celui-là même qui a tué la majorité présidentielle, selon la formule d'Édouard Philippe. La scène était proprement surréelle. C'est comme s'il n'avait pas compris qu'il a perdu, pas compris qu'à cause de lui, la Macronie n'existe plus, pas compris que désormais il inspire de la rage à ceux qui le soutenaient, pas compris que sa parole ne vaut plus rien, pas compris qu'il est complètement dévitalisé politiquement. S'emporte un membre du gouvernement qui se trouvait autour de la table et qui, jusque-là, avait l'habitude de tenir devant les journalistes des propos gentiment légitimistes. Lundi soir, il était intarissable d'indignation. Bientôt, vous verrez, ce genre de choses se diront sans avoir besoin de se cacher derrière l'anonymat. Prédit le même. La parole s'est libérée chez les macronistes qui en ont ras-le-bol de Macron. Nous aussi, on a droit à notre MeToo. On ne l'a même pas entendu rire, se disant. Un de ses collègues, également présent lors du cours magistral du président, ne se fait pas prier pour compléter le tableau. Son ivresse de lui-même le place dans une bulle. Il pense sincèrement à chaque instant, y compris aujourd'hui, qu'il fait ce qu'on peut faire de mieux et qu'il dit ce qu'on peut dire de mieux, quitte à faire un virage sur l'aile. Pendant les 3 semaines de la campagne du premier tour, il s'est saisi de toutes les occasions et de tous les micros pour renvoyer dos à dos le Rassemblement national et le nouveau Front populaire, en allant jusqu'à expliquer que l'un comme l'autre mènerait à la guerre civile. Et voilà que maintenant que le premier tour a confirmé la victoire du Rassemblement national, il joue au maître d'école qui nous explique que notre seul vrai ennemi, c'est le parti de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Il faudrait savoir, ô constance, ô cohérence. Bruno Le Maire, Christophe Béchu, Aurore Berger se sont d'ailleurs ouvertement affranchis de cette nouvelle directive en se prononçant, à l'instar d'Édouard Philippe, pour le ni Rassemblement national, ni France insoumise. Pour moi, la palme de l'ahurissant revient au podcast de Mathieu Stéphanie dont je vous ai parlé. C'est juste inouï de déconnexion et d'entre-soi, assure un troisième ministre. Vous avez vu les airs prétendument inspirés qu'Emmanuel Macron prend pour répondre aux questions, dire ces trucs incompréhensibles sur le Big Time ou pour déclarer qu'il aimerait offrir Madame Bovary à tous les Français. Pfft, mais le pire,
c'est qu'il a montré aux Français dimanche, après avoir voté en déambulant dans les rues du Touquet avec un grand sourire, comptant de lui une veste en cuir qui veut dire « Voyez comme je suis cool, rock et décontracté ». Ça, c'est carrément un bras d'honneur, parole de futur ex-ministre. Quant à sa tenue du Touquet, beaucoup l'ont comparé, vous en souvenez, à Looping de l'agence Tourisque. Il faut également ajouter que certains ministres ont confié en off aux journalistes de l'Express que l'État n'est plus tenu, les ministres sont livrés à eux-mêmes et que tous font plus ou moins les cartons. Cela sent la débandade. France Info, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, prononcée par Emmanuel Macron en réaction à la déroute de son camp aux élections européennes, les soutiens du président se font rares. Au lendemain du scrutin du 9 juin, l'annonce du président de la République avait provoqué une onde de choc dans les rangs de la majorité. Depuis, le chef de l'État semble esseulé. Il faut qu'il se prépare à se retrouver seul car tout le monde va le lâcher, assène un ministre. C'est très intéressant parce que ce ne sont plus les journalistes de la réinformation qui livrent ce genre de diagnostic, mais bien ces ministres, ces députés. Et là, nous ne sommes pas dans l'analyse, nous sommes dans le témoignage, c'est encore plus fort. Et les mots les plus durs sont tenus par ses anciens mentors, comme Alain Minc, vous le savez, l'européiste, interviewé dans l'Express. Ce ne sera la faute de personne le soir du deuxième tour, ce sera la responsabilité des Français, a dit Emmanuel Macron avant même le premier tour. Le président est-il comptable de ce que votent les électeurs ? C'est une phrase honteuse, oui, honteuse. Nous sommes déjà dans la démarche psychologique qui va permettre à Emmanuel Macron de s'exonérer de toute responsabilité. Il a créé les conditions du désastre, il en est le responsable. Il aurait pu chercher à faire oublier le résultat des européennes, et là, il a réussi la performance de le faire entrer dans le marbre de manière définitive. On aurait fini par oublier la victoire du Rassemblement national le 9 juin. Il en a fait désormais le parti interclassiste et intergénérationnel comme le furent le RPR et le PS. Comment expliquez-vous qu'un président qui paraissait incarner une forme de raison ait décidé cette dissolution ? Quand un homme que l'on suppose intelligent et qu'il est prend une décision d'une absolue bêtise, c'est que la dimension psychologique a pris le pas sur la réflexion et la raison. Emmanuel Macron est, parmi les dirigeants des dernières décennies, celui pour lequel la psychologie personnelle est la plus déterminante. Cette dissolution est le résultat d'un narcissisme poussé à un état presque pathologique, ce qui conduit au déni du réel. Comment imaginer passer de 250 à 280 députés ? Aucun argument purement réfléchi ne pourrait justifier cette décision. Les mots sont durs dans la bouche d'Alain Minc. Macron est incapable d'assumer ses responsabilités. C'est un déséquilibré, un narcissique presque dans un état pathologique, ce qui est la définition du psychopathe. Mais de qui se moque-t-il, Alain Minc ? Il reprend les analyses que la réinformation a tenues pendant des années. Après 7 ans d'Emmanuel Macron, oui, il se moque de nous. Mais il y a une chose que l'on doit retenir de cette interview, c'est que les élites sont contre Macron. Et la raison en est très simple. Macron est détesté par les Français, c'est devenu une machine à perdre. Ils ont donc besoin de faire disparaître ce boulet. Certains même susurrent qu'il faudrait des élections présidentielles anticipées en 2025. Affaire à suivre. En tous les cas, pour les députés macronistes, eh bien, il faut monter sur le radeau de la Méduse de la France insoumise. Et on imagine que l'humiliation est totale pour ces macronistes. Toute leur image peaufinée pendant des années avec soin, avec des conseillers en communication, vole en éclats. Ils sont nus eux aussi. Les Français les voient tels qu'ils sont, c'est-à-dire des tocards opportunistes et corrompus. C'est Pascal Praud qui en parle le mieux. Prêt à tout pour sauver sa place. C'est sidérant d'ailleurs. C'est absolument sidérant. Prêt à tout. Moi, vous vous rendez compte qu'il est prêt à travailler avec des gens sur l'abaya. La grande décision de Gabriel Attal, c'est l'abaya. Et on avait dit ici, vraiment, on avait salué ses interventions et on avait une estime intellectuelle pour monsieur Attal, qui vient de la gauche et qui comprenait ce message des Français et l'abaya. Il est prêt à travailler avec des gens qui refusent l'abaya. Qui le refusent. Donc, quelle cohérence. Il y a un moment, la politique, tu es obligé quand même d'être sincère, authentique, ou autrement, tu veux les postes. Dis, je veux le poste, je veux la voiture à cocarde, il n'y a que ça qui m'excite. Le reste, je m'en fous.
Ben, tu le dis à ce moment-là, tu dis toutes les ambitions, je suis prête à tout. Prête à tout pour rester à ma place. C'est ça que je veux. Voilà, des officiers de sécurité, une voiture à cocarde et Matignon. C'est vrai. Et je suis prête à tout. Bon, d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. Eh oui, nous avons le nouveau Front populaire. Et pour beaucoup de Français, c'est un véritable choc, c'est une révélation. Il suffit de lire leur réaction à ce nouveau Front populaire. Toute cette classe politique mainstream est pourrie jusqu'à l'os, écrivent-ils. Mais mesurent-ils exactement toute l'étendue de cette corruption? L'affaire Babette de Rosières. Depuis dimanche, je reçois des appels des sbires d'Emmanuel Macron et de Thierry Solère, le chef de cabinet de Gabriel Attal, et bien d'autres, qui me demandent de me désister en faveur de Nadia Hay en échange d'un poste de ministre ou de préfet. Je ressens cela comme une injure. Je ne suis pas cette dame, mais ce tweet est passé dans mon fil. La Macronie essaie de corrompre des candidats avec des postes pour rester au pouvoir coûte que coûte. Officiellement, ils critiquent le Rassemblement national, mais en douce, ils leur proposent des postes. Et la gauche s'allie, tous des hypocrites. Bravo à Babette de Rosières d'avoir dénoncé ce système. Mais certains acceptent, vous vous en doutez. Et mesure-t-on ce que cela signifie? C'est-à-dire que Macron ne récompense pas le mérite? Non. Il récompense les corrompus, les arrivistes, les courtisans, les tocards. Et son homme de main s'appelle Thierry Solère, celui qui détient le record de mise en examen 13. Un système, oui, pourri jusqu'à la moelle. Ceux qui ont installé Macron à l'Élysée, par ce qui s'apparente à un coup d'État, à la Minc, nous ont fait vivre depuis 7 ans une forme de cauchemar. On ne reviendra pas ici sur tous les épisodes qui nous ont infligé le psychopathe de l'Élysée et la bande de gangsters politiques qui l'entourent. Simplement, on s'arrêtera à une dimension particulière qui est celle du simulacre dans lequel nous vivons. Depuis 7 ans, le système français fait semblant d'être une démocratie alors que tous les traits essentiels qui la caractérisent sont foulés aux pieds tous les jours, semblant d'être un pays prospère alors qu'il a dépecé à vif par le capital, il n'est plus qu'un espace de services désindustrialisé, semblant d'être un pays normalement géré alors qu'il est en faillite, semblant d'être gouverné alors que les ministères sont occupés par de parfaits imbéciles en général, corrompus et l'Élysée par un psychopathe puéril et immature. Et pour continuer ce cirque, ils ont créé ce grand Front populaire, c'est-à-dire pour continuer à piller l'État, aller à la gamelle, recevoir des postes, des voitures de fonction et de l'autre côté, bien évidemment, masquer leur bilan. Et ce qu'il y a de plus rageant, c'est quand les Français continuent de voter pour des gens qui ont voté le pass sanitaire, qui ont voté l'obligation vaccinale, qui ont voté la loi sur les retraites. Mais c'est vraiment un syndrome de Stockholm. Quant à ceux qui se prétendent des opposants, eh bien, ils courent, comme je viens de le dire, à la gamelle. Législative, Marine Tondelier ne ferme pas la porte à l'idée d'une grande coalition lancée par Gabriel Attal. La trahison des castors se prépare. Mais il n'y a rien d'étonnant à cela. Les Verts sont des européistes qui travaillent pour Ursula von der Leyen. Et d'ailleurs, elle les appelle à l'aide. Pustula courtise les Verts pour s'assurer leur soutien au Parlement européen. Pustula a entamé des discussions avec le groupe des Verts lundi 1er juillet, après des négociations avec les socialistes et les libéraux. Les libéraux, ce sont les macronistes, pour s'assurer le soutien de leurs eurodéputés lors du vote de confirmation de sa candidature pour la présidence de la Commission européenne qui aura lieu mi-juillet au Parlement européen. Autrement dit, Pustula va être élu grâce aux voix des LR, le PPE, les socialistes, les macronistes, Renew, les libéraux et les Verts. Et en France, après le 7 juillet, la coalition, les LR, les socialistes, les libéraux et les Verts, exactement les mêmes. Pensez-vous vraiment que c'est un hasard? Non, c'est la version moderne de l'UMPS. Il y a quelques naïfs qui pensaient que Marine Tondelier était de l'opposition. Nous avons donc assisté ce 30 juin à ce qui peut s'apparenter à un hold-up démocratique. Le général Pinatel, Sud-Ouest, qui a longtemps soutenu Macron, écrit qu'il n'a réussi qu'à sacrifier ses troupes. Cet homme, avec son idéologie mondialiste et européiste,
n'est en fait, comme je l'ai toujours écrit, qu'un minet immature totalement déconnecté des Français qui souffrent des 3 maux dont il est en grande partie responsable. La baisse du pouvoir d'achat, qui vient de l'inflation accélérée par les sanctions contre la Russie, qui n'ont eu aucun effet sur le déroulement de la guerre, comme cela a toujours été le cas, comme je l'ai écrit dans mon livre Le Grand Aveuglement européen, mais qui sont responsables de l'accroissement des prix de l'énergie et des matières premières, alors qu'elles sont contournées, une grande partie des 33 pays qui les ont votés, et en premier lieu par les USA. L'immigration clandestine, qu'il accueille et qu'il nourrit, Emmanuel Macron, de prestations sociales au lieu d'en faire profiter les Français et qui aggrave la situation financière de la France. L'insécurité croissante liée en partie à cette immigration, mais surtout aux directives contraignantes qui entravent le travail des forces de l'ordre et la faiblesse de la réponse pénale liée à l'insuffisance de places dans les prisons et un syndicat de la magistrature ultra-gauchiste plus prompt à condamner la police que les délinquants. Autrement dit, les Français ont voté le 30 juin parce qu'ils voulaient de l'ordre, du pouvoir d'achat, et par un vol démocratique, une magouille électorale, ils vont avoir le mondialisme démultiplié avec la France insoumise et les Verts. Fanatisme, wokisme, pauvreté, dictature verte et anarchie. Nous en avons quelques prémices avec la manifestation qui a eu lieu place de la République. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder notre statue de la République, le monument, oui, entièrement tagué, entièrement souillé. Cela en dit très long sur le niveau intellectuel des électeurs de la France insoumise, de leur rapport à la démocratie et à la liberté d'expression. Ce que vous lisez sur le monument place de la République, eh bien, se retrouve ni plus ni moins dans un rap No Pasaran, oui, le rap coup de poing contre le Rassemblement national. Akhenaton, Fianzo, Zola, Soso, Manès, Seth Gecko ou encore Alkpot sortent un titre choral aux paroles crues contre le parti de Jordan Bardella, bourré de punchlines incisives. Eh bien, regardons-les, ces punchlines incisives. Je ne vais pas pouvoir toutes les dire, tellement qu'elles sont immondes et grossières. Jordan, t'es mort, tous des francs-maçons. Si les fachos passent, je sors mon gros calibre. La mère à Bardella, la mère à Bardella. Marine et Marion, des prostituées. Un coup de bâton sur ces chiennes en rut. Voici les paroles donc de No Pasaran, sorties ce matin et écrites par 20 rappeurs contre le Rassemblement national. On y trouve donc des appels au meurtre, des théories du complot, du sexisme, de la violence. Les journalistes du Parisien qui ont cautionné ce rap devraient normalement, dans un monde démocratique, rendre des comptes. De ce fait, l'ASLA dépose un signalement auprès du procureur de la République pour provocation à la haine et à la violence, provocation à l'insurrection armée, injures publiques, racisme anti-français. Il est grand temps que l'impunité de ces racailles cesse. Analyse de ce morceau de rap par Géopolitique profonde. No Pasaran, au-delà d'être clairement un appel à la violence, nous rappelle ce qu'est devenue la culture musicale française et en particulier le rap. Rien ne ressort généralement d'autre que l'opulence, la profusion et la glorification de la dépravation. Du bon grain pour une jeunesse sans repère. Mais c'est peut-être plus simple et diffusable que de dénoncer les élites qui nous dirigent depuis 1792. La dichotomie facho-pas facho n'a jamais servi autre chose que les pouvoirs en place. Une injonction à ne pas réfléchir, à catégoriser, à stériliser tout débat et permettre l'affrontement horizontal. En un mot, diviser. L'abrutissement des populations via le divertissement a permis cela, tout particulièrement au cours des 20 dernières années. Endormir la jeunesse, attiser la violence, être des idiots utiles d'un système qu'ils prétendent dénoncer, prendre un petit billet au passage. Ça se résume à ça. Ces gens n'aiment pas la France. La seule chose à laquelle ils font barrage, c'est à l'intelligence. Et oui, la gauche a détruit la culture et l'éducation nationale, la fabrique des crétins, et on comprend bien le projet, fournir des électeurs et des militants à la France insoumise. Et après cette tête vide, eh bien, sont authentiques fascistes. À Cherbourg, le candidat LR Rassemblement National, violemment agressé par des antifas. Une dizaine de jeunes nous a jeté des pierres et différents objets au cri de sales racistes, et etc. Les FI jouent avec le feu en investissant des antifas, comme Raphaël Arnaud, et en soutenant ces violents. Et ce qu'il y a de plus épouvantable, c'est que la France insoumise légitime
la violence, puisqu'elle investit des candidats ultra-violents. Une enquête est ouverte contre 8 membres du groupe d'ultra-gauche de Raphaël Arnaud, la Jeune Garde, suite à une agression antisémite d'un juif de 15 ans le 27 mai après un meeting de Rima Hassan. Tabassé, il est forcé de crier « Vive la Palestine ». Pour rappel, Raphaël Arnaud est candidat dans le Vaucluse pour la France insoumise. Il possède 3 fiches S. Comment peut-on mieux légitimer la violence que d'investir des antifas? Je vous laisse répondre. La France insoumise va donc de Raphaël Arnaud à Aurélien Rousseau, l'ancien ministre de la Santé d'Emmanuel Macron. Oui, vous vous en souvenez, celui qui expliquait qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne pendant la réforme de la retraite à 64 ans, il est désormais candidat, oui, du nouveau Front populaire qui veut la réforme à 60 ans. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, les membres de la France insoumise. Remarquez qu'Aurélien Rousseau se fait humilier sur chaque marché. Le contraire eût été étonnant. Il subit le même sort qu'un autre ministre de la Santé d'Emmanuel Macron pendant la pandémie, Olivier Véran. Un collectif décore ses affiches d'un joli autocollant. Qu'est-ce qu'on y lit? Olivier Véran est le député le plus menteur de la Ve République. Allez-vous voter pour lui? Et comment réagit Olivier Véran à cette campagne? Eh bien, vous le connaissez, il vient pleurnicher sur les réseaux sociaux en expliquant qu'il a une famille. Comme son mentor Emmanuel Macron, il est incapable d'assumer ses actes et ses mensonges. Petit rappel avec Pascal Praud et Vincent. Le docteur Véran, qui doit être ravi de cette punchline. Le docteur Véran est comme tous ces médecins qui ont exercé très peu de temps au chevet de leurs malades et qui se sont lassés d'avoir dans la journée des gens qui se plaignaient. Ils ont préféré avoir des électeurs plutôt que d'avoir des patients. Mais donc évidemment, on ne va pas se faire soigner par le docteur Véran. Ou alors il faut chercher un médecin légiste dans ces cas-là. On est déjà mort si on refait appeler le docteur Véran. Médecin légiste, excellent. Des nouvelles de Klaus Schwab, le gourou de tous ces socialistes verts, LR et macronistes. Le personnel du forum de Davos a affirmé que la direction de Klaus Schwab avait harcelé sexuellement et discriminé les femmes et les personnes noires pendant des années. Si j'ai bien compris, Klaus Schwab, c'est le double de Dominique Strauss-Kahn. Nous sommes vraiment dirigés par des hypocrites et des monstres. Ah, puisqu'on parle de monstres, Pustula, l'Ukraine. 2 milliards d'euros supplémentaires, c'était le 28 juin, pour l'Ukraine, provenant des citoyens européens. C'est le montant donc du nouveau chèque de Pustula pour Zelensky. 400 millions d'euros supplémentaires à la charge des Français pour alimenter la guerre jusqu'au dernier Ukrainien. On a bien compris la manœuvre. Pustula essaie donc de repousser l'effondrement de l'Ukraine après sa réélection. Et ce n'est pas Zelensky qui peut la rassurer. En effet, Zelensky avait affirmé au Kiev Post qu'il ne désirait pas prolonger la guerre. Il y avait eu trop de morts. On sent Zelensky pris entre deux feux, si je puis m'exprimer ainsi. L'Union européenne qui lui demande de prolonger la guerre et son peuple qui désire la paix. Le général Syrski a livré son analyse sur le front. Il n'y a pas suffisamment de troupes. Le général Syrski est revenu d'un voyage sur le front de l'Est et a déclaré que le principal problème des forces armées ukrainiennes était le manque de militaires motivés et entraînés. Il a souligné qu'il s'agit d'une question clé pour les commandants à tous les niveaux. Autrement dit, il ne faut pas se leurrer, Zelensky ne pourra pas résister très longtemps à l'idée d'un cessez-le-feu et d'un accord de paix. En visite en Ukraine, Viktor Orban réclame à Volodymyr Zelensky un cessez-le-feu rapidement. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, qui effectue mardi la première visite en Ukraine depuis le début de l'invasion russe, il préside l'Union européenne, a exhorté le président Volodymyr Zelensky à envisager au plus vite un cessez-le-feu afin de parvenir à la paix. De son côté, le président ukrainien a insisté sur l'importance d'une paix juste pour son pays. Et qu'est-ce qu'une paix juste selon Zelensky? Eh bien, Zelensky cherche depuis longtemps à promouvoir sa propre formule de paix en 10 points, impliquant entre autres la réaffirmation des frontières de l'Ukraine de 1991, le retrait total des troupes russes, l'instauration d'un tribunal pénal international pour juger les crimes de guerre russes et une déclaration de la fin de la guerre.
Il rêve un peu, Zelensky. Des conditions bien sûr irrecevables pour Moscou qui, de son côté, se dit prêt à reprendre les négociations, mais en se basant sur la réalité du terrain. L'armée ukrainienne recule de jour en jour et elle est proche de l'effondrement. Dans un discours de politique étrangère prononcé le 14 juin, Vladimir Poutine a déclaré que les autorités russes étaient prêtes à entamer des négociations avec l'Ukraine dès lors que celle-ci retirerait ses troupes des républiques populaires du Donetsk et de Lugansk, ainsi que des régions de Zaporijé et de Kherson, et accepterait d'opter pour un statut neutre, non aligné, non nucléaire, mais aussi une démilitarisation et une dénazification et une levée des sanctions contre la Russie. Bien qu'elle ait rejeté les conditions russes, Kiev a récemment indiqué son désir de voir les combats prendre fin. Et comme je viens de vous le signifier, Volodymyr Zelensky a déclaré cette semaine ne pas vouloir prolonger la guerre ou la faire durer des années. Les choses se compliquent donc pour Pustula et l'OTAN. D'autant plus qu'ils vont devoir faire face à un nouveau péril. Ils auraient donc intérêt à faire en sorte que cette guerre cesse rapidement. Quel est ce péril? Il a un nom, il faut traverser l'Atlantique. Donald Trump. D'après des fuites de sondage de l'entreprise démocrate Open Lab, cette carte se situe dans la marge d'erreur. Là encore, il s'agit de leurs propres données de sondage, des démocrates. Les républicains l'emporteraient avec 358 délégués contre seulement 180 délégués démocrates. Donald Trump est en train de tuer le match. Et de plus, ces déclarations font trembler tout l'État profond. Le président Trump va enquêter sur les grandes sociétés pharmaceutiques pour la hausse stupéfiante de l'autisme, de l'infertilité, des allergies et des maladies infantiles. Ça bouge aux États-Unis. C'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec Emmanuel Macron, la meilleure conseillère de l'Élysée. Et si tu traversais la rue pour trouver un nouveau job ? Hanouna, l'animateur Mathieu Delomo de chez Hanouna a été surpris en train d'acheter des produits illicites devant chez lui. Il a été placé en garde à vue. Des camés nous expliquaient que le pchout était sûr et efficace avec de la poudre plein le nez. Ah, c'est sûr que c'est efficace d'après leurs critères. Michou, vous connaissez le fameux cabaret transformiste. Eh bien, il met la clé sous la porte. Il n'a pas résisté à la concurrence de l'Élysée. Bien vu. Ah, une très belle vignette. Je l'apprécie beaucoup, celle-là. Mais non, sire, vous n'avez pas besoin de les combattre. Il suffit que vous arriviez à convaincre ceux qui ont des fourches que ceux qui ont des torches veulent les leur prendre. Diviser et instaurer le chaos, cela me rappelle quelqu'un. Allez, la dernière, Elisabeth Borne, la France insoumise. Si je suis réélu député grâce au LFI, je proposerai la retraite à 67 ans. C'est juste hallucinatoire. Le candidat LFI Noé Gauchard se retire au profit de Borne. Vous savez, la première ministre qui a fait voter la retraite à 64 ans à grands coups de 49-3. J'espère que vous avez apprécié ce journal. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.